Bienvenue à tous. Ça nous a peut-être ça a pu faire venir les derniers retardataires comme ça. Voilà, nous avions, souhaité, donc suite au premier webinaire d'information, hein, que nous avons fait. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre tous et toutes, mais on présentait en fait les grandes lignes de l'évolution en fait de la plateforme e-certif vers Certifia. Là en fait, Kevin Gibaud de la société Eliac et Saravi vont vous présenter à 2 voix, les évolutions et voilà, ce que va représenter en fait le schéma type d'une inscription, voilà, d'un candidat et d'une candidature sur la plateforme Certifia. Donc ce webinaire est enregistré. Les autres ont été aussi enregistrés, donc voilà, on vous les fera parvenir. On a essayé entre les différents webinaires de mettre en place en fait un FAQ dans lequel vous allez pouvoir retrouver les questions-réponses. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, pour l'ensemble des participants, Madame Brun, Monsieur Enassari, Monsieur Moritz, voilà, s'il vous plaît. Donc, vous allez pouvoir retrouver effectivement les FAQ hein, que nous faisons, que nous incrémentons au fur et à mesure des webinaires. Et puis après, vous retrouverez bien entendu donc l'ensemble des webinaires en replay. Hein, si vous avez loupé une partie, il y a grosso modo, si vous voulez, à peu près la même typologie de questions. Ça varie un petit peu d'un webinaire à l'autre, mais bon, voilà. Donc en tout cas, vous n'hésitez pas, 6 questions supplémentaires à l'issue de cette séance vers Saravi qui voilà, se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous laisse la parole, hein, Kevin. Vous pouvez y aller. Merci Laurence. Bon, je vais me présenter de nouveau. Donc, Kevin Gibaud, consultant au sein de la société Eliac, et en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur cette plateforme Certifia, et également sur eCertif. Et donc, voici le support de la présentation. Donc, pour vous expliquer rapidement le déroulé de la formation collective, on prévoit 20 minutes pour vous présenter le calendrier de la prise en main de la nouvelle plateforme, pour vous présenter également, les grands principes de l'application pour que vous compreniez la structure qu'il y a derrière, l'écran. Votre PowerPoint n'a pas démarré, Kevin, hein? Je vais repartager mon écran. Vous me confirmez? Vous voyez le Voilà, PowerPoint? OK, c'est bon. OK. C'est bon, merci. Merci à vous et bon, donc pour reprendre, donc on prévoit un temps, de présentation donc de la nouvelle plateforme avec le calendrier de la prise en main. On va prévoir également un temps pour simuler la création d'une candidature sur la plateforme, pour que vous puissiez voir, rapidement les données, qui sont saisies par les entreprises. Et puis on verra l'évaluation de la candidature, sur la plateforme et bon, on pourra prendre un temps pour, regarder des fonctionnalités supplémentaires, et ou secondaires et on prévoira, à la fin de cette séance, une session de questions-réponses de 30 minutes, si vous avez toujours des questions. Alors si vous avez des questions, pendant la présentation, n'hésitez pas à lever la main. Normalement, vous avez une fonctionnalité sur Teams, qui vous permet de lever la main et comme ça on pourra répondre aux questions, rapidement. Au niveau donc de ce calendrier de la prise en main de la nouvelle plateforme, jusqu'à aujourd'hui, on a une première version de la plateforme qui est développée. C'est une première version qui comprend certaines fonctionnalités. Donc on a, un produit, viable, mais qui comprend le minimum de fonctionnalités. Donc après, oui, On n'a pas le power. Bon, moi, je ne l'ai pas. pardon, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Je n'ai pas le PTT là, hein. Ah, Alors, Il OK, voit pas le support apparemment. OK. C'est, c'est le seul. votre cas aussi, Saravi, Laurence? Non, moi je le vois, Non, non, on le voit très bien, on le voit très bien. Peut-être la personne qui n'arrive pas à voir le support, qu'elle se déconnecte et se reconnecte peut-être? donc Sabine c'est OK, Maud c'est OK Bon, moi, c'est pas du tout OK. et vous c'est pas OK. Bon, Et moi je non dis plus. ah,
Voilà, pour les personnes qui ne le voient pas, peut-être vous essayez de vous reconnecter. Vous reconnectez, oui. Je Ouais. déco-reco. On va prévoir un temps de pause. Très bien. J'espère que les personnes qui se sont reconnectées voient la présentation. Alors pour le moment, c'est noir, j'attends. Ah, il y a un petit pouce. Là, j'ai Pour bienvenue reculer, dans ça a mon- marché. Ouais, ok. Mmh. Alors là, j'ai Laurence en principal. Là, j'ai que Laurence, là. Ah bah, mais Avec un pourquoi? magnifique décor vintage. Des meubles Ikea jaunes. Là, j'ai que Laurence. On C'est peut essayer alors, d'arrêter et reprendre le partage rapidement. Là, j'ai Kevin qui apparaît. Alors, et là, là, je c'est viens de bon? repartager. Non, là, j'ai Kevin et. Moi, Si ce- j'ai plus rien. Hein. Est-ce qu'on peut renvoyer Sarabi, est-ce qu'on peut renvoyer, s'il te plaît, la présentation à monsieur, enfin les deux personnes là. Oui. Je vais vous le mettre, je vais vous le transférer. Ou tu le Avec mets dans le plaisir. fil de discussion, peut-être. Je vais le mettre dans le fil de Ouais, discussion. Parce que là, pour le moment, j'ai Kevin et Laurence. ok. Kevin Donc, à gauche et Laurence à droite. apparemment, messieurs, il n'y a que vous. Enfin, vous êtes peut-être deux. Voilà, si vous n'avez pas la présentation, si vous voulez bien peut-être prendre le lien et suivre Oui. en même temps. Voilà. Alors, avec plaisir. Conversation. Ah, Ok. désolée pour Ouais. cette chaîne. C'est des choix d'informatique, hein, ça marche jamais quand on veut que ça marche, non. Ouais. C'est très bien. Bon, je vais continuer en attendant la transmission. Alors, On n'a pas le lien encore, hein. ok, bon, je vais essayer d'expliquer assez clairement pour que vous n'ayez pas besoin de support le temps de la transmission du fichier, peut-être. Donc bon, jusqu'à aujourd'hui, on a développé la première version de la plateforme qui a certes beaucoup de fonctionnalités, mais qui reste assez incomplète par rapport au produit qui sera disponible au mois de mai. La plateforme est néanmoins complète et viable plutôt, elle sera enrichie de fonctionnalités au fur et à mesure des développements qui arrivent. Donc il est prévu d'avoir par exemple des champs de saisie personnalisables à la fin du mois de mars, d'avoir des améliorations de design sur la plateforme également à la fin du mois de mars. Il est prévu d'avoir un module de suivi de cohorte, par exemple, donc c'est pour les questionnaires pour l'intégration professionnelle. Donc là, par exemple, sur le mois d'avril, d'avoir l'évaluation métier qui arrive également sur ce mois d'avril, d'avoir un mode hors ligne sur l'application qui vous permettra d'évaluer les candidatures sans connexion internet. Donc là aussi, ce sera sur le mois d'avril, avril ou mai. Donc l'application va s'améliorer au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir basculer sur la plateforme dès le 6 avril, date à laquelle vos mots de passe, enfin les liens de vos mots de passe vous seront envoyés pour que vous puissiez vous créer le compte sur la plateforme Certitia. Donc ces liens vous seront envoyés sur vos adresses email actuelles utilisées sur iCertif et vous aurez tout simplement à cliquer sur un bouton «Créer mon mot de passe» et vous aurez 48 heures pour vous créer votre accès. Vous aurez, à disposition, alors, peut-être une semaine avant cette prise en main, un guide utilisateur, vous permettant de vous retrouver sur la plateforme, pour, heu éviter des allers-retours, enfin d'avoir beaucoup de questions, pour vos administrateurs, de branche. Donc
il vous sera fourni ces guides-là une semaine avant et ils seront également publiés sur, la plateforme après votre, connexion. Donc vous allez avoir un espace où, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur un lien qui s'appellera guide d'utilisateur, pour, les évaluateurs. Heu et là-dessus, vous aurez un document PDF vous expliquant l'ensemble des fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Il y a une question dans le chat, Kevin. Il y a une question de Valérie Baumann. Oui, bonjour. En fait, j'évalue la semaine prochaine les candidats. Donc du coup, je mettrai sur quelle plateforme? e-Certif ou la nouvelle? Si on n'a accès qu'à partir du 6 avril, je ne sais pas comment faire. Alors, effectivement, pour le moment, nous, on a indiqué aux entreprises quand, il y a des évaluations qui sont réalisées courant mars, donc ça veut dire que vous n'avez pas de plateforme e-Certif, ni de Certifia puisque la plateforme Certifia, elle sera opérationnelle à partir du 6 avril. L'entreprise, elle peut vous adresser en amont, via mail, en fait, le livret du candidat, parce que c'est un dossier que vous demandez, en fait, aux entreprises et par contre, pour, toute la partie évaluation, il faudra télécharger, l'outil CAT. Enfin, vous avez votre outil d'évaluation que de manière générale, que vous le remplissez tous manuellement. Je sais que vous le remplissez tous manuellement parce qu'après vous le mettez en numérisé, vous le déplacez sur la plateforme et en fait, vous conservez, en fait, toute cette partie évaluation que vous faites, manuellement, notamment l'outil, l'outil CAT que vous conservez, de toute façon et une fois que la plateforme sera ouverte le 6 avril, moi, j'aurai en charge de vous envoyer tous les, mots de passe, tous vos accès, en fait, pour que vous puissiez accéder à la plateforme et là, vous pourrez vous connecter et saisir, les évaluations qui ont été réalisées courant mars. D'accord. OK. C'est clair pour vous? En fait, c'est juste que vous faites un report des saisies. Ça veut dire qu'au lieu de saisir le lendemain, de votre évaluation, faudra juste attendre que, la plateforme La soit ouverte le plateforme 6 ça. avril pour, faire, l'évaluation. Sachant D'accord. que le prochain jury, c'est le 15 mai. C'est le 15 mai, donc vous aurez quand même, du temps, vous aurez un battement pour, saisir, votre évaluation. Oui, et l'évaluateur métier aussi. Oui et l'évaluateur métier aussi. On va aborder le sujet, tout à l'heure de l'évaluateur métier aussi avec, Kevin. D'accord. Merci. De rien. Voilà au niveau des principaux éléments de planning. Après le mois de mai, il y aura une phase d'amélioration continue sur la plateforme donc ce n'est pas parce que les principaux développements se terminent début mai que vous n'aurez pas de nouvelles fonctionnalités par la suite et donc vous pourrez découvrir, de nouveau, hein, des fonctionnalités sur la plateforme. L'idée étant de dématérialiser au maximum, en fait, tout ce qui peut l'être, hein. Donc voilà, donc les améliorations arriveront petit à petit, mais l'idée, c'est de faire vraiment, voilà, le maximum, de ce que nous pouvons faire, en dématérialisé pour vous faciliter la tâche, en fait. La plateforme qui a été développée est une plateforme qui est particulièrement souple, au niveau des éléments de personnalisation. Donc, un travail sera effectué justement pour dématérialiser ce qui ne l'était pas encore. C'est je parle sous votre contrôle, hein, ça ravit, Laurence. Et donc, on pourra personnaliser de nouveaux champs, par exemple, à saisir, de nouveaux documents, à télécharger, des choses comme ça. Donc au niveau des grands principes de la plateforme, alors vous allez retrouver toutes les données que vous aviez sur eCertif, c'est-à-dire que vous allez retrouver, vos adresses email, donc c'est votre login, hein, sur eCertif, ce sera le même sur Certifia. Vous allez retrouver, vos données de candidature qui ont terminé leur parcours certifiant, c'est-à-dire, qui sont, arrivés à la phase de jury, qui ont été validés. Alors vous allez retrouver votre tableau de bord avec ces candidatures-là, donc, vous avez les données du candidat, des anciennes candidatures, par exemple, ce que vous allez pouvoir retrouver, je sais pas, des champs qui étaient saisis, hein, sur eCertif. Globalement, vous allez retrouver la liste de tous ces champs-là, et donc on garde l'historique, d'une plateforme à l'autre.
Vous avez également les mêmes informations sur votre compte en général et vous allez retrouver un nouvel environnement plus agréable et intuitif que Certif. Je vois qu'il y a une main levée. Il y a une main levée pour Monsieur Nande. Oui, c'est suivre votre habilitation délivrée par la branche. Ça veut dire quoi exactement? Merci. Alors, nous n'y sommes pas encore. Ça Mmh. voudrait dire vous pouvez voir les certifications auxquelles vous êtes rattachés. Par exemple, étant donné que vous êtes lié à des certifications, vous êtes habilité sur des certifications, vous pourrez suivre les certifications sur lesquelles vous êtes habilité. Je vois que vous levez la main Mmh. de nouveau. Et la date d'échéance, c'est quand alors là pour ce point? Puisqu'on n'y est pas encore. Alors, ce sera d'ici le mois de mai sur ces habilitations. Merci. Néanmoins, vous serez tout de même habilité du côté alors, ce sera transparent pour vous, mais vous serez tout de même habilité sur certaines certifications dès le début. C'est-à-dire que par exemple, selon la certification qui est choisie pour une candidature, vous n'apparaîtrez pas dans le référentiel de sélection de l'évaluation. C'est-à-dire quand une entreprise va créer une candidature, elle va pouvoir sélectionner une certification qui est visée par le candidat et à la suite de ça, elle se verra suggérer le référentiel des évaluateurs et il y aura uniquement les évaluateurs habilités qui apparaîtront dans ce référentiel-là. D'accord. Merci. Heu, voilà, donc vous pourrez, visualiser toutes les actions à réaliser par candidature, visualiser les dossiers des candidatures évidemment, que vous allez évaluer. Je vois qu'il y a une main levée de nouveau. Madame Garçon, allez-y. Oui, moi j'ai une question là sur la partie, en bas à gauche du PowerPoint, de la slide. On est bien d'accord que quand vous dites «vous pourrez», qu'on soit évaluateur ou entreprise? Là, vous avez, on n'est pas que sur les actions des évaluateurs. Je m'arrête notamment sur le point «inscrire les candidatures au jury de certification adéquate». Ça reste, de la responsabilité de l'entreprise ou ça va changer? Je sais pas, vous m'avez entendu? Vous avez entendu? Oui, oui. Oui? La réponse est rapide, C'est vrai, Répondre, personne ne ça. répond. C'est par rapport aux inscriptions? Je Oui, sais au pas, là, jury, dans la liste, vous pourrez, il y a, inscrire les candidatures au jury de certification adéquate. Oui, Ma c'est parce question, que c'était est-ce alors que ça reste de la responsabilité de l'entreprise ou ça va revenir aux évaluateurs, ce point-là? oui, alors en fait, sur, la plateforme, la nouveauté, c'est que, sur eCertif, vous vous souvenez, l'inscription, était faite par l'entreprise uniquement. Oui. Vous saisissez votre évaluation, vous la validez, vous redonnez la main à l'entreprise Oui. pour qu'elle inscrive, le candidat. Sur la plateforme, ce sera toujours le même process, sauf que, l'évaluateur aura aussi la possibilité d'inscrire, le candidat au jury, en accord avec l'entreprise. D'accord, donc ça Voilà. va être au cas par cas? Alors en fait, effectivement, ce sera plutôt comme un accord avec l'entreprise si, l'entreprise, elle vous charge, en vous disant: «Bah, écoutez, pour, accélérer le process d'inscription ou, fluidifier, la gestion des inscriptions», elle peut vous dire, «Voilà, je vous donne, je vous donne le droit d'inscrire directement les candidats une fois que l'évaluation, elle est faite». Comme Bon, ça, je suis pas sûre l'entreprise. que ça allège le système parce qu'en l'occurrence, en tant qu'évaluateur d'un OF, je suis pas sûre qu'il y ait une grande souplesse à ce que ce soit l'évaluateur, donc on est bien d'accord, ce sera pas systématique, ce sera discuté avec l'entreprise au cas par cas? Oui. Oui, non, D'accord, non, c'est pas systématique et justement, d'accord, c'est en accord avec l'entreprise. Enfin, c'est si d'accord. l'évaluateur, il souhaite, il propose, ce service et si l'entreprise, elle Oui, est d'accord. ça marche.
Merci. C'est une souplesse en fait que nous laissons, si vous voulez, Oui, oui, oui. aux entreprises qui des fois fonctionnent de cette façon en fait Oui, avec complètement. certains d'entre vous déjà. Complètement. Voilà. Donc Mais nous, si vous voulez, on a fait capter d'un point de vue technique ce qui se passe dans la réalité. Donc Oui, oui. c'est-à-dire l'entreprise demande à l'évaluateur, si vous voulez, de réaliser l'inscription. Ben, très bien, c'est un mode opératoire entre l'entreprise et l'évaluateur. Maintenant, voilà, si ce n'est pas prévu, ben, à ce moment-là, l'évaluateur fait comme il le fait aujourd'hui, voilà, il l'évalue et ensuite il redonne la main à l'entreprise. Bon, c'est parfait qu'il y ait une souplesse. Non, ma question Voilà. était dans le sens, est-ce que ça va devenir obligatoire? Non, Donc c'est c'est pas très bien si obligatoire. ça reste, voilà, si ça évolue avec une souplesse, c'est parfait. Merci. Et petite question supplémentaire, est-ce qu'on pourra supprimer les dossiers en cours où les candidats ont abandonné? Parce que dans l'ancien système, on ne pouvait pas supprimer, quoi. Il y avait des dossiers qui restaient ad vitam aeternam. Alors, oui, il existe des droits modulables, donc où normalement on peut abandonner une candidature du moment qu'elle n'a pas fini son parcours. Je ne sais pas si Donc, vous on l'a voulez supprimé, ajouter quoi. Il ne quelque faut pas chose. qu'elle reste sur le profil, là. D'accord. alors par contre, moi j'ai une question, Kevin, parce que enfin, la candidature relève quand même de l'entreprise, en fait. Ça veut dire que l'évaluateur, normalement, il n'a pas la main pour supprimer une candidature, même si elle est abandonnée ou en cours de création. Ça veut dire que dans ces cas-là, c'est l'entreprise qui doit le faire, pour pas que l'évaluateur soit, enfin, qu'il ait des dossiers en fait qui pensent que c'est en cours, alors qu'en fait, non, ça fait 1 an qu'il y est et qu'en fait, c'est complètement abandonné. Dans ces cas-là, moi, je vous suggère en fait aux évaluateurs, vraiment, si vous avez des candidatures et que vous constatez qu'en fait, c'est des candidatures qui ont été abandonnées ou mises de côté ou pour X raison, elle a été laissée de côté, n'hésitez pas à contacter l'entreprise et lui demander déjà si cette candidature va vraiment passer le CQP ou pas, si c'est vraiment une candidature abandonnée et si c'est le cas, de elle-même prendre l'initiative de la supprimer. Parce que du coup, ça vient un peu vous spammer en fait la visibilité sur l'ensemble de vos dossiers. C'est exactement ça, c'est pour éviter le spam. Donc, il n'y a que l'entreprise qui pourra supprimer le candidat, c'est ça? Oui. Tout à fait. D'accord. C'est Il y a une dommage. autre question, Monsieur Schmitt. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend bien, Monsieur Donc, Schmitt. les questions par rapport à l'inscription au jury. Je voulais savoir pourquoi ce n'était pas automatique une fois que l'évaluation est terminée. Alors, c'est parce que, historiquement, dans le process, il a été souhaité que c'est l'entreprise, en fait, qui mène la démarche de l'inscrire à un jury. Après, faut savoir que la démarche de l'inscription au jury, c'est quand même sélectionner un jury, une date de jury, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut automatiser de Généralement, je fait. pense que la date de jury est toujours la plus proche. Donc, je pense qu'à partir Alors, du moment où généralement, l'évaluation oui. est terminée, on pourrait avoir une inscription automatique au prochain Oui. jury. Oui, généralement, oui, tout à fait. En général, effectivement, quand une évaluation elle est faite, c'est toujours le prochain jury où ils inscrivent le candidat. Si je Et, peux me il peut y avoir permettre, d'autres exemples, il peut y avoir des contre-exemples, Monsieur Schmitt. Vous avez des entreprises, par exemple, qui ont 10 candidats, je vous donne un exemple. Il se trouve que, par exemple, vous allez voir dans l'inscription de la candidature, il ne reste que 5 places sur le prochain jury. Donc, elle décide effectivement de ne pas inscrire donc 5 et 5, par exemple, 5 au prochain jury et 5 au jury d'après. Elle préfère inscrire la totalité, puisqu'ensuite, des fois, il y a des remises de prix, si vous voulez, à l'intérieur des entreprises. Donc, elle préfère gérer, et moi, je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit l'entreprise et qui déclenche elle-même, si vous voulez, le choix du jury. Voilà. Tout à fait, Laurence. Dans le c'est cas où on exactement demande ça. à l'évaluateur d'effectuer l'inscription au jury, en quoi ça consiste? On n'a jamais été formé dans ce sens. Eh bien, vous allez le découvrir. Très bien, merci. Je me permets aussi, il y a des fois des entreprises qui peuvent étaler les augmentations salariales liées au CQP. Donc, il faut toujours laisser le choix et le temps à l'entreprise, plein de fois. Le process ne change pas, mesdames et messieurs, donc c'est le même. On n'a pas changé, si vous voulez, le process de la branche chimie. C'est simplement en fait l'organisation et l'ergonomie en fait de la plateforme. Donc voilà. Alors après, bien entendu, qu'on puisse apporter de la souplesse, des évolutions qui vont faciliter la tâche à chacun, c'est le but de la manœuvre. Mais voilà, le process reste identique.
Alors, Monsieur Nandé, peut-être que vous avez une autre question ou vous avez oublié de baisser votre main. Hop. Voilà. Alors, on peut y aller, Kevin. Allez. Très bien. Donc bon, vous avez la liste des fonctionnalités disponibles ici. Vous allez pouvoir inviter l'évaluateur de métier, évaluer bien évidemment les candidatures, ajouter, au moins dans un premier temps, les documents associés aux candidatures. Inscrire ces candidatures au jury de certification, donc selon vos discussions avec les entreprises. Suivre les actualités de la branche. Alors vous allez voir qu'on peut personnaliser, certains textes sur application. Vous allez toujours pouvoir demander, de l'aide, au besoin et puis suivre vos habilitations, plus tard. Donc pour inviter le second l'évaluateur de métier, pardon, j'entends un écho, Madame Borghese, vous avez une question, je crois. Oui, j'ai une question parce que là, apparemment, avec les nouvelles règles, vous allez pouvoir faire des retours d'expérience par rapport aux candidats, ceux qui sont devenus avec leur CQP. Mais là, je ne vois pas cette fonctionnalité accessible. C'est sur le suivi de cohorte. Oui, alors c'est une fonctionnalité qui sera accessible dès le mois d'avril. Néanmoins, je ne sais pas, qui aura le rôle pour la gestion de ce suivi de cohorte. Laurence Saravi, si… Oui, je peux répondre, hein. Si vous voulez, ça fait pas l'objet en fait d'une information au sein de la plateforme, hein, Madame Brand. C'est une enquête en fait que nous mettons en œuvre au sein de chaque branche, qui est en fait organisée par un prestataire que nous sélectionnons, hein, et que l'OPCO2I sélectionne, et qui ensuite donc réalise, si vous voulez, une enquête d'insertion professionnelle de l'ensemble des candidats. D'accord? Vous avez eu d'ailleurs, je pense, la dernière fois quand nous avions fait, si vous voulez, le bilan en fait des CQP, il me semble que nous avons fait un extrait sur le suivi des cohortes, hein, Saravi, il me semble. Oui, voilà. Oui. Donc voilà, c'est une information que nous porterons toujours à votre connaissance lors justement de ces bilans en fait annuels que nous faisons. Mais par contre, voilà, sur la plateforme, si vous voulez en tant que telle, c'est uniquement en fait la mise à disposition de données que nous mettons à disposition, si vous voulez, de l'État, hein, de France Compétences et de la CDC, qui impose en fait aux branches maintenant de donner toutes les datas liées à la certification. D'accord. Merci. Très bien. Alors pour revenir à la fonctionnalité de l'invitation de l'évaluateur métier, on ne pourra pas la parcourir aujourd'hui, elle est en cours de développement, mais néanmoins ça ressemblera à ça. Vous aurez un bouton, inviter l'évaluateur métier sur votre page de l'évaluation et vous aurez donc un petit encadré comme, vous voyez à gauche qui va s'afficher. C'est exactement le même fonctionnement que sur eCertif. Donc vous allez renseigner un email, un nom, un prénom et vous allez pouvoir inviter l'évaluateur métier. On ne l'appellera pas second évaluateur, là vous le voyez uniquement avec une appellation, commune à beaucoup de branches, mais on peut personnaliser tous ces éléments. Donc un email sera envoyé à l'adresse email que vous mentionnez, afin d'avertir, l'évaluateur métier, sur l'avis à rendre sur une candidature. Donc cette personne n'aura plus qu'à cliquer sur un lien et pourra saisir l'avis pour le candidat. Et à la suite de ça, vous pourrez valider votre évaluation pour qu'elle passe au statut, en attente, d'inscription au jury de certification. Je vois une main levée. Monsieur Robinet. Allez-y. C'est le micro coupé. Monsieur Robinet? Bon, on poursuit, hein. Voilà. OK. Alors, quand on regarde, l'ensemble des étapes du parcours certifiant, on a une première étape qui est l'étape de la création du candidat et de la candidature. Donc, la candidature sera au statut en cours de création. C'est une étape, c'est une grande étape qui est saisie, par l'entreprise.
Donc, on la verra rapidement par la suite. On va créer un profil du candidat. On va saisir des informations liées à la candidature. On va choisir les compétences évaluées et on va identifier justement les parties prenantes, dont notamment vous en tant qu'évaluateur habilité. On va transmettre le dossier et la candidature va passer au statut en attente d'évaluation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, saisir l'évaluation pour la candidature et inviter, bien évidemment, l'évaluateur métier à saisir son avis. Et une fois que ces étapes sont terminées, on va passer à l'étape de l'inscription du candidat au jury de certification. Donc, il y aura un statut précis pour cette étape-là. C'est vraiment le statut en attente d'inscription au jury de certification. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez, en concertation avec l'entreprise, inscrire le candidat au jury. Là-dessus, vous aurez Kevin, oui. on a une question de Philippe Robinet. Donc, y aura-t-il un accusé de réception de l'invitation du second évaluateur? Alors, il n'y aura pas d'accusé de réception. L'email sera envoyé, mais bon, on n'a pas encore de système permettant de savoir si c'est ouvert, etc. On pourrait l'envisager dans le cadre de l'amélioration continue de la plateforme si le besoin est exprimé par plusieurs utilisateurs. Très bien. Donc, vous allez pouvoir sélectionner le jury sur lequel le candidat sera inscrit et à la suite de ça, votre administrateur de branche, donc Saravi, pourra valider l'inscription à ce jury de certification. À partir de là, le jury va pouvoir se dérouler, à la date prévue et on va valider partiellement ou ne pas valider la candidature. Et Madame Brown, vous avez une question? Vous avez une question ou vous avez oublié de baisser votre main? Non, j'avais une question sur l'évaluateur métier. Bon, sur la plateforme Certif, quand on invitait un évaluateur métier, imaginons qu'il parte en congé et qu'il ne vienne pas saisir son commentaire, on avait du mal à valider la candidature. Alors, est-ce que sur la plateforme ou changer simplement d'évaluateur, par exemple, on avait un évaluateur métier du rang, il part en congé, par contre son adjoint peut venir saisir son commentaire, est-ce qu'on aura la possibilité de switcher? Parce que sur Certif, ce n'était pas possible. Oui, ce sera possible de changer. Et ça ne sera pas bloquant pour valider l'évaluation. Alors, pour passer à l'étape d'après, il faudra renseigner l'avis de cet évaluateur métier. D'accord. Après, il faudra tout simplement qu'une personne que vous renseignez saisisse cet avis. Donc, si la première personne ne peut pas saisir l'avis, vous pouvez changer de personne pour faire en sorte que cet avis soit renseigné à temps. D'accord. Et est-ce qu'on aura la possibilité, par exemple, si on se trompe, parce que ça peut arriver souvent, l'entreprise vous dit souvent, vous aurez telle personne en évaluation en tant qu'évaluateur métier, et quand on arrive dans l'entreprise, cet évaluateur métier-là est absent, et on nous donne une autre personne. Est-ce que ça sera bloquant? Parce que là, à ce moment-là, on va devoir inviter 2 évaluateurs métiers, dont un ne renseignera jamais la fiche. Non, ce ne sera pas bloquant. Ça ne sera pas bloquant. D'accord, très bien, merci. Mais Kevin, par rapport à cette question, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a un évaluateur métier qui finalement n'est pas celui-là, enfin voilà, pour X raisons, ils changent, ils ont envoyé l'invitation, ou il est absent, dans ces cas-là, il faut qu'ils relancent une autre invitation d'un autre évaluateur métier. Parce qu'on est d'accord qu'en fait, quand vous envoyez l'invitation évaluateur métier, ça arrive sur sa boîte mail, en fait. Oui, tout à fait. Donc l'évaluateur habilité, quand il renseigne, quand il invite l'évaluateur, c'est forcément le mail de la personne qui va renseigner le commentaire. Oui, tout à fait. Comme c'était le cas en fait sur les certifs. Oui, on reprend le fonctionnement. On reprend ce fonctionnement-là, donc il n'y a pas de grande surprise à ce niveau-là, si ce n'est que on peut changer d'évaluateur métier.
Madame Garçon. Oui, moi je voulais une petite remarque. En fait, le plus simple, c'est d'envoyer le mail à l'évaluateur métier en fonction de la personne qui est effectivement évaluateur le jour J. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à envoyer un mail en amont, autant le faire en direct. Et dans ces cas-là, on a forcément la bonne personne qui nous transmet ses coordonnées. Donc il y a peu de chance. Après, voilà, en ayant Oui, que ça change. organisé les choses pour que la deadline soit respectée, normalement, c'est pas très compliqué cette étape-là. Oui, parce que normalement, quand vous faites l'évaluation, tout est en même temps. Enfin, il y a l'évaluateur habilité qui rend son commentaire, qui fait l'évaluation, et puis après, vous invitez l'évaluateur métier qui rend aussi son commentaire. Oui. Pas juste après, mais au moins pas longtemps après. Oui, De toute façon, on peut pas envoyer une invitation en amont de l'évaluation, c'est pas possible. C'est forcément quand l'évaluation elle est faite. Oui, donc il y a Enfin, on pouvait le faire sur Issertif. vous pouviez faire l'invitation, vous pouvez inviter oui, tout à fait, tout à fait. On peut inviter l'évaluateur métier du moment que la candidature est au statut en attente d'évaluation. Oui, d'accord. Une fois que l'entreprise a transmis son dossier, eh bien on peut, vous pourrez de votre côté inviter cet évaluateur métier à enseigner la vie. Mais c'est vrai que d'après ce que j'ai vu dans les dossiers d'évaluation saisis par les évaluateurs, de manière générale, l'évaluation métier arrive toujours après quand même. C'est toujours l'évaluateur habilité, il saisit son évaluation et après il invite. J'ai rarement vu des dossiers d'évaluation vides et juste avec un commentaire métier en tout cas. Enfin, j'ai rarement vu cette pratique-là quand même. Alors ça ravit, c'est normal. Parce qu'en réalité, on a encore la forme papier où l'évaluateur métier met son commentaire. Et c'est le même qui doit saisir sur la plateforme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement, il venait, même s'il avait eu l'invitation avant, il venait saisir son commentaire après l'évaluation. D'accord. Mais par contre, pour répondre à Madame, je crois, Garçon, c'est qu'en réalité, moi j'ai eu des cas, par exemple, où le jour de l'éval, c'était des personnes qui étaient en repos, parce que souvent c'est des personnes qui font les 5-8, et la personne, l'évaluateur métier, partait pour un mois en congé. Alors, s'il ne le fait pas de suite lors de l'évaluation, qui va prendre du temps, pendant un mois, la candidature n'est pas validée parce qu'effectivement, il nous manque le commentaire de l'évaluateur métier. Voilà. Oui, tout à fait, ça peut arriver, mais du coup, c'est un autre problème que l'adresse mail. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut anticiper ces étapes. Oui. Donc, je pense que vous êtes en contact quand même avec l'entreprise, puisque normalement, vous êtes en charge d'évaluer le candidat. Donc, voilà, une simple question en disant, voilà, est-ce que l'évaluateur métier sera disponible à telle période? Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place quoi, dans la pratique, quoi. Plus ou moins, me dit Madame Brun, effectivement. Oui. Voilà. Voilà, mais ça dépasse, si vous voulez, la seule, je veux dire, l'utilisation en fait de la plateforme. C'est quelque chose que vous devez peut-être, voir avec l'entreprise en amont, quoi. Kevin, quand il y a une invitation qui est envoyée à l'évaluateur métier, cette invitation, elle dure combien de temps? Il y a un délai d'expiration ou pas? Oui. Alors, il y a un délai. Dans un premier temps, il sera mis par défaut. Il sera de 90 jours, donc c'est très large. Ah oui, 90 jours, oui, bon, oui, il a le temps de répondre, oui. Le temps de pouvoir les paramétrer par la suite. Donc, par la suite, on pourra choisir ce temps-là. J'avais une question sur le commentaire candidat. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'accès directement pour le candidat pour mettre ses commentaires. Non, il n'est pas prévu. Dans l'évaluation, il n'est pas prévu que le candidat puisse mettre de lui-même le commentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, nous, évaluateurs, de recopier. De reprendre.
Oui, voilà, de reprendre. De reprendre le commentaire qu'il avait noté sur l'outil, Oui. l'outil 4, puisque je pense que quand vous faites l'évaluation, chacun de vous, enfin toutes les parties fait son commentaire à la fin sur l'outil 4 que vous avez préalablement imprimé, et après vous le ressaisissez en fait sur la plateforme. Et oui. Et en quoi c'est embêtant justement de lui donner accès, comme on donne accès au champ du référent métier, quoi. Pourquoi on n'enverrait pas non plus C'est quelque chose qu'on peut noter, hein. Alors, c'est pas prévu pour la première version, si vous voulez, mais dans les versions voilà, ultérieures, pourquoi pas, hein, bien sûr. Oui, surtout si on prévoit une dématérialisation totale de l'outil 4, effectivement. On peut prévoir un même système que l'évaluateur métier, c'est-à-dire que l'évaluateur habilité envoie une invitation, effectivement. Voilà, ou envoyer 2 invitations, ou alors, quand vous envoyez l'invitation au référent métier, qu'à partir de son accès à lui, il puisse offrir à son candidat, enfin à son poulain, la possibilité, en même temps qu'il met son commentaire perso, de mettre son commentaire, enfin que le candidat mette son commentaire en même temps. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'envoyer 2 invitations. Ce serait à partir donc de la même page où on aurait Oui, ça ouvrirait, ouais. si vous voudrez, ça ouvrirait les 2 champs pour le référent métier et le candidat, en n'envoyant qu'un seul mail. Alors ça, on pourrait prévoir même dès l'atterrissage de la plateforme. Ça fait partie des champs configurables qui vont arriver sur ce mois d'avril. OK, très bien. Bon, ça serait déjà, ça serait pas mal, ça aussi, hein. Allez-y, Kevin, notez. Oui. Hein. Voilà. Oui, monsieur Robinet, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, on vous entend. Oui, par contre, Madame Brun et Monsieur Cassassus, si vous voulez bien baisser votre main, s'il vous plaît, ça serait sympa. Oui. Donc, si on veut relancer l'évaluateur métier qui répond pas ou qui n'a pas reçu le mail, on doit réinviter une 2e fois ou une 3e fois, comme je le faisais? Oui, si au bout de 90 jours, la personne n'a pas saisi son avis, on peut lui renvoyer une invitation. D'accord, oui. Puis après, la 2e remarque que j'avais, c'était effectivement concernant la saisie des commentaires par le candidat lui-même. Moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir effectivement la possibilité que le candidat puisse saisir ses commentaires avec l'évaluateur métier. Par contre, on a la difficulté, notamment des candidats opérateurs qui n'ont pas de boîte mail ou alors qui sont en horaire décalé. Là, est-ce qu'on aura la possibilité, nous, de pouvoir aussi saisir les commentaires nous-mêmes? Et puis que le candidat puisse les valider, ou alors il les saisisse directement, qu'on ait la possibilité de faire les deux pour éviter effectivement que les difficultés que les candidats peuvent avoir, soit parce qu'ils n'ont pas le temps de saisir, soit parce qu'ils n'ont pas de PC, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas de boîte mail derrière. Alors de ce que j'avais compris, lors de la première demande, c'était que ce soit sur l'email de l'évaluateur métier que l'avis du candidat serait apposé. Donc Oui, c'est exactement ça, oui. Voilà. donc ce serait l'adresse email de l'évaluateur métier, ce serait, avec son accès, qu'on pourrait renseigner l'avis du candidat, en même temps. Voilà. Par contre, ça implique une bonne synchronisation entre le candidat et son évaluateur métier, surtout si on a des évaluateurs métiers qui ne sont pas dans le service. Je pense des gens de la RH vis-à-vis de la production, ou lors des évaluateurs métiers, des candidats qui sont de nuit ou de week-end, et un évaluateur qui, lui, est à la journée dans un autre service. C'est noté. Une petite question, si je peux me permettre. C'est quoi la taille maximale des documents qu'on peut envoyer et sous quel format? Alors, on le verra tout à l'heure. Vous avez plusieurs formats et la taille, alors j'ai plus le chiffre exact en tête. C'était 2 mégas sur e-certif. Ça a été, il y a plus d'espace sur Certifia, mais je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact. Justement, les 2 mégas, c'était compliqué, quoi, parce que des fois, on devait fractionner et voilà, quoi. Vous aurez davantage de taille, enfin, il y aura plus d'espace, hein, donc. Monsieur Robinet? Oui, c'était 20 mégas, je crois, la taille.
Ah, ok. Ouais, Ah oui, au niveau de l'évaluation. ouais, parce que Oui, c'est vrai ok. qu'on a des documents scannés à haute définition, Oui, ça coince partout. ok. Parfois, vos documents font quelle taille au maximum? On est à 6, 8 généralement en moyenne. Ok. Des fois, j'ai eu plus de 20. Hein. Oui. Après, oui, moi j'ai monté jusqu'à 15, 18 mégaoctets. Donc, Ok. Eh bien, c'est un 50 mégas, ça passe à tous les coups, quoi. Bon, je vérifierai, mais Oui. bon, normalement, il y a plus d'espace qui est prévu. Les 2 Mm. mégas, c'était le chiffre pour tous les autres documents. Mm. Au niveau de l'évaluation, il y avait une limite supplémentaire. Mais Alors, c'est vrai que sur e-certif, donc on n'acceptait que du PDF et la taille maximale, c'était 20 mégaoctets. Donc, on va investiguer avec Kevin pour connaître exactement les poids du fichier que vous pourrez transmettre via la nouvelle plateforme. Monsieur Robinet, vous avez une autre question? Non, c'est bon. Ok. Oui, c'était surtout pour les JPEG, les GIF et les Word, quoi. Voilà. Ok. Parce que ça demandait un scan, un PDF que les Mm. entreprises n'avaient pas automatiquement. Voilà. Mm. Merci. Allez, on poursuit, Kevin? c'est Il bien. n'y a plus de questions. Plus de questions. Enfin, s'il n'y a plus de questions, on va continuer. Et puis bon, c'est tout au niveau du parcours. Après, bon, c'est les étapes. On reprend la même structure à peu près. Il y a quelques changements, notamment au niveau des statuts. Il y a davantage de statuts que sur e-certif pour être plus explicite au niveau des étapes. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer la création d'une candidature et puis son évaluation. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, Kevin. Oui. Super, donc là, je suis connecté avec mon compte administrateur qui me permet d'accéder à la création de la candidature, à l'évaluation, etc. Alors, on va créer rapidement une candidature jusqu'au statut de l'évaluation et ensuite on fera son évaluation. Donc, on va prendre un nom de naissance. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus. C'est des informations qui sont saisies par les entreprises. Mais au moins, vous pouvez avoir un ordre d'idée sur tous les champs qui existent sur la plateforme. On va l'appeler, exemple, évaluation. Le prénom, ça va être la même chose. C'est pas très réaliste, mais donc il faut renseigner l'adresse email du candidat. On va vérifier son existence en base de données. C'est-à-dire, si un candidat existe déjà en base de données, on va pouvoir reprendre automatiquement ces informations de naissance ou de domicile. Donc son téléphone portable, ses données sur la naissance, alors soit il n'est pas né à l'étranger, donc on va renseigner le code postal. S'il est né à l'étranger, on va tout simplement renseigner le pays. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs pays. On va prendre l'Andorre. On va prendre une rue, je vais prendre la même rue qui a déjà été saisie. Et le code postal, hein, pareil, bon là c'est les informations sur le domicile du candidat. Donc avec les données sont interconnectées, donc vous pouvez saisir le code postal, vous avez la région, la ville qui va s'afficher. On va prendre une certification, le pilote de ligne de conditionnement des industries chimiques. Une modalité d'accès à la certification, donc tout ça, ce sont des informations qui sont demandées par France Compétences, donc c'est des obligations de saisie, tout ça, donc le type de contrat, le dispositif de financement, et puis on va pouvoir créer la candidature et le profil du candidat. Vous voyez, il y a quelques champs qui peuvent différer de e-certif. Donc, exemple, hein, la situation avant le cursus, ça c'était un champ qu'on n'avait pas sur e-certif, mais qu'on est aujourd'hui, enfin, on est obligé de le saisir. Il y a Madame Brun veut poser une question, Kevin.
Votre micro n'est pas allumé, Madame Brun. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à l'écran précédent? Parce que souvent les entreprises m'ont dit on a des difficultés parce que quand on explique la modalité d'accès à la certification et le dispositif de certification, par exemple, il n'y avait pas de possibilité de la formation interne. Alors, est-ce que vous l'avez prévu? Parce que il était prévu par contrat de professionnalisation, parcours de formation, VAE, mais c'est vrai que quand il y avait de la formation interne au niveau de l'entreprise, ils avaient beaucoup de difficultés à renseigner ce cadre-là. On va voir ça. C'est une option qu'on peut mettre facilement, ça, c'est paramétrable, hein, Kevin? Alors, le référentiel, lui, n'est pas forcément paramétrable. Néanmoins, on peut sélectionner. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer là. Voilà. On va pouvoir le voir ici. Donc, on va pouvoir sélectionner le champ autre, hein, si jamais il y a des difficultés pour justement aller saisir un cas particulier. Alors, au niveau des dispositifs de financement, le plan de développement des compétences. Mais c'est le champ précédent, vous voyez, modalité d'accès à la formation. Donc, vous avez initial apprentissage, continu, formation continue, VAE. Après, vous avez formation, diplôme étranger. Après, qu'est-ce que vous avez dans la liste? Là, c'est tout. C'est une liste qui n'est pas dynamique. C'est une liste qui nous a été donnée par la Caisse des dépôts et on ne peut pas saisir d'autres champs étant donné que ces données sont demandées comme telles par la Caisse des dépôts. Donc, c'est un référentiel qui est commun à tous les certificateurs ou tous les responsables de certification. Donc, ce qui veut dire que si la personne, quand on fait son repérage des compétences, bon, elle a à suivre surtout des formations en interne, mais on n'a toujours pas la possibilité. Alors, si c'est une formation en interne, alors j'imagine que c'est la formation continue, hors contrat de professionnalisation, j'imagine. La formation continue, ça ne sera pas forcément parce que si on tape, par exemple, formation continue hors contrat de professionnalisation, forcément, il va vous demander de saisir quel est l'OF qui a fait la formation. Si on sélectionne ici? Voilà, allez-y, sélectionnez. Oui, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, il faut renseigner le libellé et puis après, plus loin, qui a fait la formation? Alors, pas forcément. Pas forcément. Là, on doit tout simplement, on peut sélectionner ce qu'on veut, hein, sur chaque champ. Donc, admettons qu'on fasse la formation continue hors contrat pro, on peut très bien mettre après le plan de développement des compétences, puis le type de contrat CDI. Et après, il n'y a pas d'influence sur la suite. Donc, on peut aller sur les autres champs. Il me semblait, Kevin et Saravi, que ces champs, en fait, étaient à la main des branches. J'ai rêvé quand on a dit ça ou... En fait, il a été proposé justement qu'on puisse ajouter un champ complémentaire sur le financement. Parce que, en fait, tu sais, sur les financements, il y avait ils avaient fait une demande de pouvoir indiquer plusieurs financements quand tu faisais, par exemple, du plan ou du CPF. Oui. Et suite à cela, Kevin, vous m'avez répondu qu'en fait, on pourrait ajouter un champ complémentaire sur le financement, mais après. Parce que là, au niveau du développement, enfin, ça ne faisait pas partie, en fait, des points à développer au moment de la livraison, mais plutôt dans les derniers développements. Oui. Vous voudriez collecter quoi comme données? Rajouter le champ formation interne, qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Oui, L'État n'arrête pas de nous bassiner, si vous voulez, avec la formation interne et la FEST, et la CDC n'est pas capable, si vous voulez, de lister cette modalité pédagogique dans les champs. Oui, tout à fait, une solution, ça pourrait être de créer un champ personnalisable. Donc on peut créer sur l'application, si vous voulez, des champs, des types de champs particuliers, c'est-à-dire une liste avec une sélection multiple, et puis renseigner à chaque fois les options pour faire en sorte qu'elles apparaissent de votre côté à vous, du côté des entreprises ou des évaluateurs,
Et donc, on pourrait tout à fait créer un champ qui s'appellerait formation interne avec une liste de choix possibles. C'est une fonctionnalité qui va arriver d'ici la fin de ce mois-ci. Ok, merci, merci Kevin. Je trouve complètement fou que nous parlions de certification professionnelle et que dans les différents dispositifs, si vous voulez, les modalités d'action, les modalités d'accès à la certification, il figure, si vous voulez, formation initiale par apprentissage. Que la CDC ait fait, si vous voulez, cette erreur, voilà, je trouve ça complètement fou. Bon, après, on pourra filtrer de notre côté la sélection. C'est pas des gros développements, donc on pourra assez vite adapter la sélection. Non, mais s'il vous impose une grille, Kevin, autant qu'elle soit juste. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. En fait, effectivement, comme l'indiquait Kevin, il y a une partie entre guillemets obligatoire et je pense que c'est pour faciliter le traitement des données demandées par la CDC parce que la CDC demande beaucoup de choses puisque c'est eux qui font l'interpassage avec le CPF. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont imposé aux certificateurs une trame toute faite avec des intitulés de dispositifs qui leur vont bien. Voilà, d'où pourquoi on a une liste figée. Maintenant, pour répondre aux besoins des membres du jury, CQP, aux évaluateurs, effectivement, et même pour nous donner, on peut venir compléter, ajouter des champs avec des libellés personnalisables. Et là, effectivement, intégrer, par exemple, type formation interne et aussi ajouter des financements complémentaires si besoin. Donc, c'est comme ça qu'on va répondre justement et donner plus de précision sur les modalités de dispositifs et de financement accessibles pour les membres du jury aussi. C'est en ajoutant ces fameux champs qui sont développés à la fin de ce mois. Monsieur Robinet? Oui, pour les candidats qui sont issus de salariés intérimaires ou présentés par une entreprise d'intérim, là, ça reste le même principe qui certifie, ou c'est l'employeur intérimaire qui saisit en tant qu'employeur l'ensemble des éléments. Oui. Parce que je sais qu'il y avait une difficulté où on devait, pour que le candidat puisse être reçu, il devait être dans une entreprise qui faisait partie de la branche chimie. Et on avait dit, mais il doit prouver qu'il est dans une entreprise qui l'emploie, qui est de la branche chimie. Alors, je ne le vois pas apparaître dans les grilles, cet élément. Alors, j'imagine que le compte qui a accès, ce serait directement l'entreprise. Je ne sais pas comment c'est fait aujourd'hui sur e-certif, mais peut-être que c'est l'entreprise de l'intérim qui a accès à l'application. Je ne sais pas. Sinon, là aussi, on pourrait utiliser ce système de champ personnalisé pour indiquer le nom de l'entreprise. Mais tu as déjà répondu, Sarah, là-dessus. Si tu peux reprendre la main, tu avais déjà répondu qu'une entreprise d'intérim peut toujours continuer à inscrire des candidats. Exactement. Voilà, au même titre, si vous voulez, qu'une entreprise. Donc, voilà, c'est elle qui inscrit en fait les candidats comme si c'était une entreprise. Exactement, oui, parce que alors, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière parce qu'on avait dit que les intérimaires, il y a beaucoup d'entreprises en fait maintenant qui font appel aux intérimaires pour répondre à leurs besoins de recrutement, de formation. Donc, c'est vrai que une société d'intérim, elle va avoir le rôle en fait de l'entreprise. Donc, elle va saisir ses salariés, puisque de toute façon, ces salariés, ce sont les salariés de la boîte d'intérim et pas de l'entreprise d'accueil. Donc, elle va prendre la main dessus. Nous, de notre côté, ce que nous avons besoin, en fait, c'est de créer, je ne sais pas si on peut, enfin, en tout cas, de créer un lien avec ces intérimaires, avec l'entreprise d'accueil. Parce que nous, derrière, il faut quand même qu'on identifie effectivement l'entreprise où ils vont faire où ils vont travailler, en fait. Enfin, l'entreprise d'accueil qui vont les former. Donc, à voir si on peut effectivement faire cette connexion entre la boîte d'intérim et l'entreprise d'accueil qui peut être déjà intégrée en fait dans Certifia. Vous comprenez la problématique, Kevin, ou pas? Oui, on pourrait. Bon, après, on va rentrer dans la solution, hein, mais
On pourrait toujours utiliser le système de champs personnalisables. Bon, c'est des choses qui restent à spécifier. Voilà, mais il faut qu'on y retravaille effectivement, faut le noter parce que c'est quelque chose qui est important et qui prend de plus en plus d'importance. Voilà, donc voilà, c'est un sujet en tout cas chez nous. Voilà. C'est un sujet à développer, que pour les entreprises d'intérim, on puisse identifier l'entreprise d'accueil des intérimaires. Ok. Alors, on a pris beaucoup de temps, donc est-ce qu'on peut revenir à la présentation, surtout sur la partie évaluateur, si vous pouvez aller voilà, un peu plus vite que vite. Merci. Ok. Bon, je vais remplir les champs rapidement, hein. C'est les champs qui sont saisis par l'entreprise, mais vous allez pouvoir avoir une vision sur ces pages. Donc ici, on va saisir les informations, on va saisir les compétences liées à la certification. Donc bon, par défaut, toutes les compétences sont cochées et puis j'ai dû en sélectionner une parce qu'elle avait un statut particulier. On enregistre le choix de ces compétences et puis on va passer à l'étape de l'identification des parties prenantes. Donc si le candidat n'est pas lié à un organisme de formation, à ce moment-là, l'entreprise peut décocher. Et puis, bon, là, je suis obligé de renseigner une entreprise comme j'ai un compte administrateur. Et puis, on va sélectionner par la suite l'évaluateur que vous voyez en bas. Donc, c'est là que l'entreprise peut vous sélectionner. Et donc, je vais m'auto-sélectionner car j'ai un compte évaluateur et puis je vais enregistrer ce choix de partie prenante. Alors, Qu'est-ce que vous entendez par rattacher un OF pour le candidat? alors, si le candidat passe par un organisme de formation, on peut indiquer le SIRET de cet organisme de formation au candidat. D'accord. Mais il est rattaché, c'est-à-dire qu'il n'est pas salarié de l'entreprise dans laquelle il est. Si le candidat fait toujours partie de l'entreprise, enfin est inscrit par l'entreprise. Néanmoins, on va juste avoir l'information de oui, il est rattaché à tel organisme de formation qui assure la formation. Ah d'accord, mais c'est rattaché, c'est l'organisme qui l'a formé. Oui. D'accord, ok, c'est bon. Et puis, bon, on arrive sur cet écran. Madame Braun, vous avez une autre question ou pas? Ou vous avez laissé votre main? Ok. Donc, vous pouvez continuer, Kevin. Ok, donc on arrive sur cet écran qui résume tout ce qu'on a saisi depuis le début. Et puis, on va renseigner le dossier du candidat. Donc, l'entreprise va uploader l'outil numéro 6 et va transmettre la candidature. Lorsqu'elle va cliquer sur le bouton en bas à droite, donc le bouton que je viens de cliquer, un email va vous être envoyé. Donc un email qui va vous dire que telle candidature, avec le nom prénom du candidat, est arrivée au statut en attente d'évaluation et donc vous pouvez évaluer cette candidature. Donc vous allez arriver sur cette page que vous voyez à l'écran. Donc, on a des informations sur le candidat, nom, prénom, la certification visée, ou éventuellement avec un descriptif de la certification s'il y en a un, et puis le référentiel, unité par unité, le référentiel de la certification. Donc, vous voyez, on a à la fois l'unité de compétences et puis les compétences associées en bas. Qui s'affiche. Et puis plus tard, vous aurez également un espace pour uploader votre outil numéro 4. Éventuellement d'autres données, ça dépend hein, ce que vous souhaitez saisir pour la candidature. Et on peut personnaliser les champs qui pourront apparaître en bas de la page. Sur le même principe qu'e-Certif, avec des possibilités de personnalisation multiples. Madame Garçon a une question. Oui, j'avais une question. Le champ qui est rempli par nous pour le candidat et l'évaluateur métier est à quel endroit? Là, je ne le vois plus. Et notre commentaire général? Il n'est pas encore disponible. Ah d'accord, ok. Vous aurez un bouton alors, qui va se situer en bas de la page, inviter l'évaluateur métier. Et une fois que vous cliquez dessus,
vous aurez les champs nom, prénom, email, comme sur eCertif. En fait, c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, vous allez pouvoir valider le choix de l'évaluateur métier. Un email sera envoyé à l'évaluateur métier et son avis sera renseigné également en bas de la page. Et donc, vous aurez une vue sur tout ça. Et le nôtre, pareil. Et le vôtre, pareil, tout à fait. Et Vous celui du aurez, candidat, pareil. et celui du candidat aussi. D'accord. Vous aurez toutes ces informations. Alors, bon, malheureusement, la fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais vous aurez la possibilité de voir votre commentaire, le commentaire de l'avis évaluateur métier et le commentaire du candidat. Vous aurez également la possibilité de mettre votre dossier à ce moment-là. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer l'évaluation après coup. Et donc, c'est là où on saisira également. Parce que vous dites, vous aurez la possibilité de voir, mais avant de voir, il faut qu'on le saisisse. Donc, c'est ici qu'on le saisira. Oui, vous pourrez saisir votre commentaire à vous, et puis vous D'accord. pourrez voir l'avis évaluateur métier avec l'avis candidat. D'accord, merci. D'accord, oui. Oui. Est-ce que l'évaluateur métier aura l'accès aux commentaires de l'évaluateur CQP, qui apparemment ne l'avait pas sur eCertif? Alors, l'évaluateur métier, alors on pourrait mettre ça en place. C'est un paramétrage, hein, Kevin, hein, il me Oui. semble. Hein. Oui, on peut. On pourra avoir, il y a les droits de visualisation qui sont paramétrables, donc D'accord. on peut mettre ça en place. Donc, je vais aller saisir les évaluations. Donc bon, ici, là, c'est le système validé, non validé. Alors, vous pouvez à chaque fois saisir un commentaire sur une unité de compétences. Donc, admettons ici, organiser, préparer la production. Vous pouvez tout à fait mettre votre commentaire ici et puis passer sur l'unité suivante. Vous voyez les compétences associées. Alors là, c'est un référentiel qui est assez simple parce qu'il est structuré avec une unité de compétences et une compétence associée. Potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs compétences associées. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez avoir plusieurs lignes comme celle que je suis en train de surligner. Et vous devrez à chaque fois valider ou valider la compétence. Petite question, est-ce que ça enregistre automatiquement? Non, il faut appuyer sur le bouton en bas de la page pour enregistrer sa saisie. D'accord, ok, mais on peut reprendre, il n'y a pas besoin de tout remplir pour pouvoir valider. Parce que fut un temps, il fallait tout remplir pour que ce soit enregistré. Donc là, on peut y aller morceau par morceau, c'est ça que je veux dire. Alors, dans un premier temps, on ne pourra pas y aller morceau par morceau. Néanmoins, je pense que ce sera au mois de mai, on pourra faire un enregistrement intermédiaire. D'accord. Ok. Parce que parfois, on ne peut pas tout remplir en même temps. On est obligé de. Dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être attendre d'avoir l'évaluation complète. Ok. Monsieur Schmitt? Oui, est-ce qu'il y aura encore le bouton valider 100% des compétences qui existait auparavant? Alors là, c'est un peu la même chose. On pourrait mettre ça en place. Il au était mois de pratique, mai. hein. Ok, parce que souvent vous validez tout en même Absolument. temps. Oui. Ok. Alors je vais le noter. Oui, c'est un intérêt aussi, Kevin, dans la mesure où en fait nos CQP ne sont pas découpés en blocs de compétences. Hein. Là, vous savez, c'est une plateforme en fait qui est utilisée par plusieurs branches, hein, même d'autres branches que des branches industrielles. Donc, on a tous des process de certification différents. Nous, on n'a pas ce découpage possible, c'est-à-dire que la loi permet maintenant, si vous voulez, de ne certifier que, par exemple, sur la compétence que vous voyez à l'écran, mettre en œuvre une action d'amélioration
dans son service, par exemple. Hein. Une entreprise peut simplement certifier un individu, un salarié sur cette seule compétence. Les blocs de compétences sont des unités de certification autonomes. Ce n'est pas le cas dans la chimie puisque nous n'avons pas réenregistré en fait nos CQP ou RNCP, répertoire national de la certification professionnelle. Donc, en fait, nous, on a exactement la même configuration qu'auparavant. Hein, on met en œuvre l'intégralité, en fait, de la certification avec toutes ses compétences. Donc oui, le bouton Kevin, était pratique, merci. Et les commentaires ne sont plus obligatoires. C'était le cas auparavant, les commentaires étaient obligatoires dans chaque compétence. Là, en effet, ils sont facultatifs. Alors, ça fait partie des éléments aussi où on peut revoir la copie, hein, si jamais vous souhaitez les avoir en obligatoire. Non, mais moi, ça me va bien. Des fois, il n'y a rien à dire, on valide. alors, Alors, est-ce qu'on peut alors, dans préciser le process, les commentaires sont là, toujours oui, obligatoires. Oui. Ah oui. Comment? J'allais dire, est-ce qu'on peut préciser l'information? Parce que c'est super important. Non, non, les commentaires, alors le process en lui-même n'a pas changé. Hein, c'est-à-dire que auparavant, les commentaires, ils étaient obligatoires sur chaque compétence, donc ils le seront toujours, sauf si les membres du jury décident de rendre ça facultatif. Mais voilà, pour le moment, il faut le paramétrer parce que là, Kevin, il vous montre un interpassage un peu générique. Générique, c'est ça, merci, générique. Mais voilà, il faudra quand même insérer le commentaire. Merci. Monsieur Zila, je crois que vous avez une question. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible de travailler hors réseau avec le logiciel? C'est-à-dire que souvent, en fin de compte, on est le cas dans des sociétés où on n'avait pas de réseau, et quand on faisait enregistrer, tout disparaissait. Oui. Alors, la fonctionnalité sera disponible début mai. Donc, lorsque vous comptez évaluer un candidat sans connexion Internet, vous allez pouvoir, vous aurez un bouton en haut de la page vous permettant de vous mettre en mode hors ligne. Et à ce moment-là, vous allez télécharger en fait les référentiels des certifications que les candidats vont passer. Et vous pourrez saisir l'évaluation en étant hors ligne, donc sur un smartphone, sur une tablette. Et puis, vous allez pouvoir vous reconnecter à Internet, et à ce moment-là, les données vont se synchroniser et donc l'évaluation se mettra à jour. Donc, tout ça, ça fait partie des fonctionnalités qui vont être mises en place sur le mois d'avril jusqu'à début mai. Et donc, bon, vous aurez vraiment un contexte hors ligne, avec une page qui sera un peu différente que celle que vous voyez aujourd'hui, mais que vous pourrez consulter au mois de mai. Madame Garçon, vous avez une autre question? Oui, moi j'ai une autre question. Là, on est sur la page d'enregistrement de l'évaluation. On aura toujours la case envoi de la décision. Imaginons que là, nous, en tant qu'évaluateurs, on est tout saisis, que l'évaluateur métier n'ait pas encore fait son commentaire. On est d'accord qu'en cliquant sur, si vous pouvez descendre, Kevin, s'il vous plaît, en cliquant sur enregistrer l'évaluation, on ne perd pas tout quand on réouvre. On est bien d'accord. Et ça n'est pas envoyé directement, la décision. Il y a encore moyen de revenir sur la page du candidat et de continuer à travailler dessus. Alors, si l'avis est. Alors, non, parce que le bouton que vous voyez en bas, vous pouvez quand vous appuyez dessus, il vous faudra avoir toutes les informations nécessaires pour le passage à l'étape suivante. Donc, normalement, quand vous cliquez sur ce bouton-là. C'est quoi l'étape suivante? Eh bien, on y va. Oui, parce que On y va, c'est l'envoi de l'évaluation ou c'est quoi? C'est l'inscription au jury de certification. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens de valider parce que j'ai saisi l'évaluation sur les données obligatoires. Donc, pour répondre à Madame Garçon, pour répondre à Madame Garçon, quand vous avez fait enregistrer l'évaluation, un évaluateur ne peut pas revenir dessus. Vous êtes en train de nous dire ça, Kevin? Oui, c'est ça. Et comment on fait quand on n'a pas l'évaluateur métier sous la main et qu'il n'a pas encore saisi son commentaire et qu'on le fait en amont? Non, mais vous, Madame Garçon, là, vous faites votre évaluation à vous, l'évaluation du candidat, si vous voulez, lors de l'évaluation. Ça, c'est votre évaluation. Oui. Ensuite, l'évaluation métier, si vous voulez, l'évaluation du candidat, enfin, les commentaires du candidat, c'est décorrélé. Hein, mais voilà. Alors, je recommence. Imaginons, autre exemple, on saisit en direct nos commentaires et on n'a pas de scan pour joindre l'outil 4.
Donc on le fait après. Oui, ok. Comment on fait dans ce cas-là? Dans ces cas-là, il vaut mieux attendre d'avoir cet outil 4 pour passer à l'étape suivante, car on n'a pas Ouais, mais d'enregistrement intermédiaire encore. Ce sera disponible très certainement sur le mois de mai. Et dans un premier temps, il faut avoir toutes les informations obligatoires. Kevin, ça veut dire qu'en fait, quand on voit le bouton enregistrer, ça envoie directement. ça envoie la décision, alors Ça qu'avant, envoie il la y avait 2 décision étapes. parce que c'est pas clair là en fait. Non, c'est pas clair. Ouais. C'est C'est enfin, hyper, et là, pour le coup, vous l'avez pas précisé, mais c'est hyper important parce que ça veut dire si on sait pas exactement ce que ça signifie Oui. d'enregistrer l'évaluation, ben, on peut faire Alors, des erreurs, quoi. le bouton enregistrer l'évaluation, il Mm. sera disponible uniquement, vous pourrez passer à l'étape suivante uniquement si vous avez toutes les informations obligatoires. C'est-à-dire que vous avez validé tous les compétences qui existent sur le référentiel, vous avez ajouté l'outil 4, votre commentaire. C'est uniquement à partir de ce moment-là que vous pourrez enregistrer ces informations-là. Là-dessus, vous pouvez avoir invité l'évaluateur métier. Et s'il n'a toujours pas rempli son avis, on ne va pas passer à l'étape d'inscription au jury de certification. On va rester au niveau de l'évaluation. Donc ça Mais bloquera ici, en fait, voilà, c'est ça? oui, du moment que vous appuyez sur le bouton et que c'est validé, à ce moment-là, vous avez fini le travail sur la plateforme, hein, de votre côté. Donc, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et Parce que Kevin, sur c'est figé, e-certif, ça? sur e-certif, il y avait Sarah. 2 boutons. Il y avait enregistrer et envoyer la décision. Oui. Alors, enregistrer. Oui. On peut pas être de nouveau dans cette configuration parce que là, en fait, c'est ce que vous dites, c'est bien en théorie. Dans la vraie Ouais. vie, il y a 10 000 situations différentes et Alors, ce sera disponible, mais ce serait à partir du mois de mai où on aurait cet enregistrement intermédiaire avec un simple bouton Ah oui, d'accord. enregistrer. Donc, oui. Alors, il faudra bien communiquer aux évaluateurs de faire attention c'est super important. au niveau de l'enregistrement pendant cette période-là, en fait. Après, si vous ma n'avez question pas... reste entière, Kevin. Un évaluateur fait son travail sur l'écran que nous avons en face de nous, valide, etc., enregistre et s'aperçoit qu'il a fait une erreur. Tout simplement. Est-ce qu'il y a la possibilité de corriger son erreur? Oui, mais c'est là aussi, hein, ce ne sera pas disponible dans un premier temps. Donc, c'est un accès. Cet accès, il s'appelle modifier l'évaluation après la transmission et on pourra l'activer uniquement, là, ce sera à partir du mois de mai aussi. Donc, c'est un accès spécifique qui vous permet de retourner sur la page et d'éditer les informations enregistrées. Super. Madame Brun ou Monsieur Schmitt, je ne sais pas qui était en premier. Oui, quand je regarde là l'écran, par exemple, mettre en œuvre une action d'amélioration dans un service, nous, on gérait la compétence comme un bloc. C'est-à-dire qu'on validait et qu'après, on mettait un commentaire de l'évaluateur sur l'ensemble de ce que vous avez appelé bloc de compétences. Là, apparemment, il faudra aussi valider tous les sous-chapitres, c'est-à-dire les compétences associées. Non. Donc, la partie compétences associées, on ne l'aura pas. Non, c'est parce que là, en fait, dans cet exemple, ça a été décliné, mais il faudra juste valider les compétences, les 6-7 compétences liées à chaque CQP, en fait. Alors, ce n'est pas des blocs, ça reste des compétences. Voilà. On et non, il ne faudra pas sous-valider en dessous. D'accord. D'où la question, en fait, si c'était possible de tout valider d'un coup. Enfin, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de boutons à la fin. Ok. Mais non. Alors, c'est assez étrange. Sur e-certif, normalement, les critères sont obligatoires, de même que les compétences. Donc, normalement, sur e-certif, si les référentiels sont à jour, normalement, vous avez plusieurs niveaux pour accepter ou valider les compétences, sauf si je me trompe. Mais...
Oui, alors en fait, comment c'était configuré sur e-certif, c'est que par exemple, sur une compétence, il y avait organiser, préparer la production, et la sous-compétence était organiser, préparer la production. C'était la même chose en fait, parce que nous, dans l'évaluation, on ne descend pas jusqu'au niveau du critère, Kevin. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça demandait à valider la compétence et la sous-compétence qui était exactement pareil, mais c'était un défaut en fait. Normalement, on devrait juste avoir la compétence à valider, et après, si on part sur la dématérialisation totale, là, on retrouverait effectivement tous les critères. Et je pense que c'était ça la question de Madame Brun. Mais dans Certificat, il ne faudrait pas reprendre cet exemple parce que ça fait beaucoup de champs, ça fait beaucoup de points à valider en fait. Parce que c'est exactement c'est exactement les mêmes sous-compétences en fait qu'il y avait derrière. Ok, très bien. Alors, il est prévu d'avoir un accès en mode lecture des compétences, enfin des sous-compétences, et sans les boutons valider, invalider. Cependant, là aussi, ce ne sera pas disponible de suite. Il faudra attendre un petit peu, et on risque de recopier le schéma d'e-certif, du moins pendant les premières utilisations. Monsieur Schmitt? Oui, j'ai des doutes et des craintes concernant la version intermédiaire qui sera délivrée le 6 en avril, sachant qu'il y aura plusieurs ajustements au mois de mai. Je voulais comprendre pourquoi ce choix. Parce que tout simplement, si vous voulez, il y a plus de 10 branches en fait qui utilisent cette plateforme. Donc, il a fallu faire un tronc commun de l'ensemble, si vous voulez, des process de certification. Ça n'a pas été simple. Donc voilà, on a choisi effectivement cette solution, et on ne pouvait pas faire un outil abouti. Voilà. Et attendre le mois de mai plutôt que le mois d'avril, et de sortir tout de suite quelque chose de consommable, plutôt qu'une version intermédiaire avec plein de choses qui manquent. C'est pas possible parce que si vous voulez, il y a des branches qui attendent l'outil et qui n'ont pas la même latitude que nous. Nous, on a prévu un jury, si vous voulez, au mois de mai, très tardivement, et on a peu de certifiés. Il y a des branches, si vous voulez, qui ont plus de 5000 certifiés par an, qui elles, n'attendent pas. Ok, merci. Voilà. Alors, vous allez retrouver quand même davantage de fonctionnalités qu'on voit aujourd'hui à l'écran, notamment liées aux champs supplémentaires configurables. Donc, vous allez retrouver quand même une grande partie de ce qui existait sur e-certif au niveau de cette page. Je voudrais ajouter, alors effectivement, c'est vrai qu'au moment de la livraison, vous n'aurez pas toutes les options que vous avez déjà sur e-certif. Moi, je reste quand même en back-office en tant qu'administrateur. Donc, c'est vrai que quand je vais inscrire les dossiers au moment des inscriptions, je saurais faire quand même preuve de souplesse quand voilà, il y a des dossiers, quand il manque des commentaires, ou quand je vois qu'il y a des choses invalidées. De toute façon, moi, je reviendrai vers vous pour voilà, remettre tout ça en conformité sur ces évaluations. Enfin, je suis consciente que là, il va y avoir une phase où effectivement, tout ne sera pas forcément carré parce qu'on est sur une phase intermédiaire. Donc, voilà, dessus, je serai vigilante, et n'hésitez pas aussi à me solliciter si vous êtes bloqué. Et moi, de toute façon, voilà, on fera preuve de souplesse sur ces dossiers d'évaluation, entre guillemets, les premiers saisis sur la plateforme pour le prochain jury du 15 mai. Hein. Alors, toi, tu feras peut-être preuve de souplesse, ma chère Saravi. Je suis moins optimiste concernant la souplesse de nos partenaires sociaux. Ils vont exiger la totalité des pièces, donc comme à l'accoutumée. Donc voilà, veillez en tout cas à faire les choses voilà, le mieux possible pour faciliter aussi la tâche de Saravi, parce que ça va demander peut-être pas mal de relance de sa part, d'accompagnement de sa part. Mais voilà, pensez qu'après, le dossier, il est regardé dans sa globalité. Donc, s'il manque des commentaires, etc., ça peut être une cause, si vous voulez, de refus en fait du dossier. Nos partenaires sociaux le font très régulièrement.
Non, oui, alors, oui, quand je disais preuve de souplesse, c'était dans le sens, quand je viens instruire, je vais sûrement revenir vers vous plusieurs fois et vous assister sur ce dossier qui n'est pas conforme. Mais c'est vrai qu'au final, quand on va devoir présenter les dossiers conformes justement au jury, voilà, il faut quand même que l'ensemble, enfin, déjà l'outil 4 qui soit bien complet. Ça, c'est déjà la base. Mais ça, je pense que vous le savez, que l'outil 4, la version papier que vous mettez toujours en version numérisée quand vous le déposez, qu'il soit bien complet. Ça, c'est déjà la base. Après, toute la partie informatique, moi, de mon côté, voilà, je vais veiller quand même à que tout, voilà, que tout se passe bien à ce niveau-là. Monsieur Robinet, vous avez une question? Oui, les 300 caractères maximum pour les commentaires par bloc, c'est définitif ou ça me paraît un peu court. On peut augmenter la limite. Oui, je pense qu'on va vite y arriver, on risque de vite y arriver. Vous pourrez répondre, Kevin, effectivement, sur le nombre de caractères autorisés pour les commentaires. Pardon. Oui, Je suis en train de noter en même temps la demande, mais oui. D'accord. On peut augmenter cette limite. C'est pas grand-chose. Parfait. Est-ce qu'on peut poursuivre, Kevin? Alors, si vous voulez consulter le dossier de la candidature, vous pouvez parcourir les informations qui ont été saisies ici, au niveau du workflow. Donc, par exemple, sur la création de la candidature, vous pourrez après avoir une vue, par exemple, sur la transmission du dossier, avec les documents rajoutés, par exemple, le dossier du candidat, et puis le télécharger à cet endroit-là. Ok. Pareil, après sur d'autres onglets, vous pouvez revenir comme ça, vous pouvez en fait vraiment naviguer avec ces boutons ici. Donc par exemple pour l'inscription au jury de certification, vous avez la sous-étape qui apparaît ici, donc au niveau de la grande étape du jury. Vous avez la liste des jurys qui apparaît et qui sont ouverts, donc qui ont une date ultérieure à ce moment précis. Vous avez donc la date qui est renseignée ici, le nom du jury, la date limite d'inscription à ce jury de certification, les places restantes. Donc s'il n'y a plus de places restantes, à ce moment-là, on ne peut plus inscrire le candidat au jury. Et puis le bouton sélectionner pour que vous puissiez inscrire le candidat au jury sur la sélection. Il y a une question de Madame Brun. Oui, tout à fait. Moi j'arrivais à la validation, donc au point précédent, quand on valide l'évaluation, dans e-certif, on avait la possibilité d'imprimer un PDF de l'ensemble du dossier candidat avec l'évaluation validée et les 3 commentaires. Et ça, souvent, les entreprises me le demandaient. Par exemple, c'est ce qui s'est passé quand on a eu le Covid, c'est-à-dire que tous les jurys avaient été annulés. Par contre, certaines entreprises vont signer un contrat CDI avec, par exemple, des contrats de professionnalisation dès l'instant où la personne a validé son CQP. Donc, plus ou moins, on a envoyé ce document à l'entreprise pour valider que la personne avait bien passé son CQP, que l'évaluateur et l'évaluateur métier, on avait validé toutes les compétences. Là, aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité d'imprimer un document de synthèse. En effet, c'était le document information candidat, c'est ça On l'avait, nous, en tant qu'évaluateur, c'était dans le coin à gauche, on avait la possibilité de modifier, par exemple, une évaluation ou un dossier. On avait la possibilité, effectivement, de vérifier qu'on avait bien invité un évaluateur métier. Et en plus, on avait la possibilité d'imprimer un PDF sur l'ensemble du dossier candidat, où on avait, par exemple, les informations que l'entreprise avait saisies, plus notre évaluation. En fait, Kevin, sur e-certif, ils avaient la possibilité en fait de télécharger la version PDF, la synthèse en fait de leur évaluation. Alors, il y avait une partie fiche candidat, donc qui reprenait l'identification du candidat, de l'entreprise, etc. Et après, il y avait une autre partie, la synthèse de l'évaluation, qui reprend exactement en fait la saisie de l'évaluation sur la plateforme, hein. Sauf que c'est en fichier PDF avec les commentaires, etc.
et la validation finale de l'évaluateur habilité. Et du coup, Madame Brun demande si cette option est toujours d'actualité sur la plateforme certifiable, parce que les entreprises, elles aimaient bien ce document quand voilà, que ce document en fait qui faisait une synthèse le temps de valider et qui permettait de justement enfin c'était une sorte de pré-justification de la validation du CQP du candidat en fait. D'accord. C'est ça. Après, le document donc, était transmis à l'entreprise, c'est ça? Et il pouvait avoir une vue sur l'évaluation qui venait d'être réalisée, si je comprends bien. C'est ça, tout à fait. Oui, parce que derrière, ici, il y a des questions d'emploi, c'est-à-dire que vous avez des candidats qui sont évalués et le jury peut avoir lieu, je ne sais pas moi, 2-3 mois après. Donc, automatiquement, si vous voulez, ça permet à l'entreprise de savoir que le candidat, il a le niveau, en fait. Et à ce moment-là, de déclencher un recrutement anticipé et ne pas attendre le C'est jury. ça. Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors, bon, pour l'instant, là, c'est un peu pareil c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Malheureusement, sur la première version de la plateforme, on ne pourra pas avoir ce type d'export. On a des exports au format Excel qui reprennent beaucoup d'éléments de la candidature. C'est des grands tableaux Excel, donc c'est au niveau de votre écran des candidatures que vous voyez ici. Vous avez après un bouton qui permet d'exporter les candidatures. Et on a de l'autre côté de la chaîne une fiche de décision qui existe, mais à l'intermédiaire, on n'a pas encore de génération de PDF de ce type-là. Ok, bon, c'est à noter dans la liste au Père Noël, Kevin. Donc voilà, vous continuez sur votre lancée et vous notez effectivement qu'il faudrait repermettre effectivement cette synthèse. Alors, par contre, moi, je vois dans les paramètres, Madame Brun qui en avait besoin, Kevin. mais les autres évaluateurs ne se manifestent pas, mais peut-être qu'ils en ont besoin aussi, hein, je suppose. Par contre, dans le paramétrage, Kevin, vous me confirmez, nous, sur l'entreprise, on avait opté sur le fait qu'elle pouvait visualiser l'évaluation aussi. Oui. Donc, normalement, l'entreprise aurait aussi la visualisation de l'évaluation que vous, en tant qu'évaluateur, vous ferez. Oui, oui. Donc ça, déjà, ça peut être déjà une première étape pour sécuriser l'embauche du candidat dès lors que l'entreprise elle a déjà la possibilité de voir l'évaluation faite par l'évaluateur et la décision du jury. C'est vrai. Alors, ça sera encore plus facile, et tu as raison, Sarah Vie, hein, ça sera encore plus simple si l'entreprise a l'information, bien sûr. C'est ça. En tout cas, c'est ce qui était prévu dans les paramétrages. Après, effectivement, si on a toujours le petit bouton qui permet de télécharger en PDF, entre guillemets, l'ensemble du dossier, c'est un plus. Alors, c'est un plus aussi. Oui, excusez-moi. C'est un plus aussi, par exemple, quand un candidat en contrat pro ne reste pas dans l'entreprise. Oui. Il n'a aucun document qui justifie qu'il a bien passé un CQP. Et souvent, c'est le document que je lui envoyais pour justifier qu'il avait bien passé un CQP de l'industrie chimique. Et après, ce document, il n'a aucune valeur, hein, Madame Brun. Le seul c'est la fiche de décision qui est officiel, c'est le parchemin et la fiche de décision, en fait, hein, du jury. Oui, je sais, mais c'était quand même bloquant pour quelqu'un qui avait passé son CQP, où on avait validé l'ensemble des compétences, de ne pas lui remettre un document qui disait s'il était en recherche d'emploi, oui, effectivement, j'ai passé son CQP et je suis en attente de jury. Ah oui, c'est dans le cas s'il est en attente de jury, effectivement. Tout à fait. Okay. Ouais. D'accord. Parce qu'une fois qu'il a passé son jury, enfin qu'on lui délivre le CQP, on lui envoie directement à son domicile quand même le parchemin et la fiche d'édition. Mais effectivement, dans l'attente, d'accord, oui. Ok, oui. C'est noté. Je l'ajoute. Oui. Voilà. Et une autre main levée, Monsieur Robinet. Oui, donc moi je confirme et je valide complètement les demandes de Madame Brun pour la possibilité d'avoir une synthèse comme quoi le candidat a été validé pendant l'évaluation pour les gens qui ont des signatures de CDI entre le jury et l'évaluation. Et aussi j'ai aussi le cas de figure effectivement de personnes qui ont été validées
mais qui ont quitté l'entreprise avant le jury et qui n'ont jamais eu de retour de l'entreprise sur la preuve qu'ils avaient été validés derrière. Où là, effectivement, normalement, ils ont un courrier qui va chez eux, mais j'en ai quelques-uns qui n'ont jamais rien reçu et qui me demandaient comment on peut prouver d'avoir le CQP sans le titre officiel. Donc l'autre question, c'est est-ce que dans l'avenir, le fameux parchemin sera dématérialisé aussi, ou est-ce qu'il restera dans le circuit actuel? Non, le parchemin, si vous voulez, c'est un peu délicat en fait, hein, cette pratique. Oui. Si vous voulez moi, je comprends tout à fait qu'un candidat, si vous voulez, qui a passé un parcours de formation long et qui attend un CDI, je comprends tout à fait, je me mets à sa place. La seule difficulté, si vous voulez, qu'il n'y a aucune garantie en fait que le dossier soit traité en jury, hein, à paritaire. Hein. Et alors jusqu'à présent, si vous voulez, ça n'est jamais arrivé. Enfin, sauf pour voilà, des cas particuliers pour les salariés du pétrole, mais en tout cas, normalement, la totalité des CQP sont délivrés par le jury paritaire. Même si voilà, il y a des dossiers qui sont reportés. Hein, il y a de plus en plus de dossiers reportés d'un jury à l'autre où on demande effectivement à Sarabi de faire des recherches, de recontacter l'entreprise, etc. Donc voilà, c'est un peu délicat, si vous voulez, de délivrer en fait un document qui n'a aucune valeur juridique, alors que la seule valeur juridique, c'est effectivement le CQP. Et, voilà. Et ensuite, pour le candidat qui n'a jamais reçu, nous envoyons tout en lettres, si vous voulez, suivi. Donc, normalement, le candidat, il doit se déplacer effectivement voilà, et pour récupérer ses recommandés la plupart du temps, et les gens ne se présentent pas. Donc ensuite, il faut simplement faire une demande de duplicata que nous faisons systématiquement. Hein. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que sur le process de circuit des parchemins, les gens qui sont CDI, donc salariés en entreprise, on envoie les parchemins directement à l'entreprise en recommandé. Et pour toutes les personnes en contrat pro CDD, on envoie directement à leur domicile. Ensuite, il se peut que les parchemins, les fiches de décision n'arrivent pas au domicile du candidat, ce qui arrive quand l'adresse elle est mal renseignée, mais aussi parce que la poste, par rapport à l'adresse qui a été renseignée, ils n'ont pas trouvé, parce que des fois, quand c'est dans des bâtiments ou souvent, je remarque que c'est quand c'est dans des bâtiments en fait. Quand c'est un lot de bâtiments, il y en a beaucoup. Il y a juste une rue qui est indiquée, alors qu'en fait, il faut aussi indiquer l'immeuble, enfin voilà, boîte aux lettres, le numéro de boîte aux lettres. Enfin bref, là, ils ont vraiment du mal. Effectivement, on a un retour. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et de nous dire est-ce que de votre côté, vous avez le parchemin. Et si nous, on n'a pas eu le retour de parchemin, on fait un duplicata pour le candidat qui ne l'a pas reçu. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que depuis 2016, la loi, le Code du travail impose à tout organisme de formation et de certification d'envoyer un double pour tout certificat et à l'entreprise ORH et l'apprenant concerné. Je pense. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais non. Non, ça fait partie des certifications, des process de certification de branche. Hein, et je n'ai pas cette obligation à ma connaissance, monsieur. Hein. Parce que nous, à l'IFIS, on le fait parce que j'ai entendu depuis 2016. Donc, voilà. J'avais entendu ça, que depuis 2016, on est obligé de faire le double envoi, quoi. Et peut-être qu'à l'IFIS, si vous voulez, et que le process de certification en fait de la branche des industries de santé est différent du nôtre. C'est possible aussi. Ah, c'est possible aussi. Oui, D'accord. voilà. Bon, c'était une alerte, on ne sait jamais, quoi. Voilà. Non, mais vous avez raison, hein, mais a priori, non. Voilà, on met suffisamment de précautions, voilà, pour. Mais on s'étonne toujours. Si vous voulez, d'avoir des personnes qui ne vont pas retirer effectivement leur recommandé très souvent. Donc, nous rééditons chaque année. Ça arrive. Même à la fac, il y en a qui ne récupèrent jamais leur diplôme. Voilà, donc des gens qui perdent leur diplôme parce que voilà, ils ont perdu, tout simplement. Hein, donc, voilà, on réédite très, très souvent. Merci. Oui. 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 Oui, par rapport à ça, j'aurais deux questions pour l'entreprise. Combien de temps l'entreprise elle va avoir à disponibilité la future fiche de synthèse des candidats de la validation par le jury? Donc souvent on voit le jury quand il est clôturé, il disparaissait de la plateforme e-certif.
Est-ce que là, pardon, les entreprises auront la possibilité de regarder leur vieille candidature, entre guillemets, ou est-ce que ça va être au fur et à mesure effacé de la plateforme? Non, il y a toujours un accès qui est gardé sur les anciennes candidatures. D'accord. Vous pouvez aller jusqu'au bout de la candidature, Kevin, on n'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Oui. Alors, Madame Garçon, vous avez une question pour maintenant ou pour vous la garder pour plus tard? C'est-à-dire, je voulais savoir à peu près combien de temps ça dure encore, parce que là, du coup, Oui, on je a vais pas pouvoir largement rester dépassé, trop et on a largement je dépassé ne sais les pas s'il y a encore 15h30. des informations importantes pour nous, évaluateurs, ou... Ouais. Parce que là, du Ah. coup, on s'éparpille un peu et Mhm. donc voilà, j'ai plein de choses à faire par ailleurs. Donc, est-ce que voilà, les éléments qui viennent sont importants ou pas forcément pour les évaluateurs? Voilà, c'était ça ma question et ma remarque. On a fini globalement le parcours des évaluateurs dans le sens où vous saisissez l'évaluation du candidat. On invite l'évaluateur métier. Alors, c'est une fonctionnalité que vous verrez dès le début de l'application. Et puis, on va peut-être inscrire le candidat au jury de certification. Et puis là, maintenant, on est sur cette phase de jury de certification. Donc là, c'est une phase qui concerne les utilisateurs plutôt membres de jury et président du jury de certification. Oui. Je vais vous peut-être montrer rapidement. Alors, sur le jury, hein, on peut aller prendre une décision ensuite pour la candidature. Donc ici, on avait la candidature exemple évaluation qu'on a créée. Et donc on retrouve toutes les unités avec le résultat de l'évaluation et puis la décision du jury de certification. Et donc on va pouvoir, sur le même principe, saisir la décision du président du jury. Avec une vue globale, hein, sur les membres du jury, par exemple. Bon, là, c'est peut-être une étape qui vous concerne moins, donc je vais peut-être pas trop m'attarder, mais la décision. Donc on finit le parcours certifiant à ce moment-là. Et on peut aller télécharger les documents associés, dont la fiche de décision et puis le parchemin de la candidature. Bon, là, il y a une petite erreur, il y a eu des développements dernièrement, mais voilà, après, globalement, on a parcouru les fonctionnalités qui vous concernent. Tac. Toujours une question, Monsieur Robinet? Oui, par rapport au processus, est-ce que le passage d'un statut à l'autre, il est comme pour e-certif, irréversible? Ou je pensais à un cas de figure que Saravi connaît bien avec moi. Si moi je fais les contrôles des dossiers et on s'aperçoit que les pièces jointes par l'entreprise au moment de la création de la candidature, elles ne sont pas bonnes, mais moi je m'en aperçois en phase d'évaluation. Est-ce qu'on pourra revenir les modifier ou est-ce qu'on sera obligé de repasser par Saravi pour qu'elle puisse, en tant qu'administratrice, modifier les éléments qui ne sont pas conformes? Là, c'est malheureusement un classique. Les gens téléchargent des dossiers, c'est pas les bons ou ils sont incomplets, ou alors c'est des fois même ils se trompent sur le libellé du CQP. Donc là, est-ce que c'est des choses possibles? Alors là, il faudra passer par l'onglet besoin d'aide pour contacter Saravi. Si jamais l'entreprise a déjà validé. Bon, par contre, pour l'évaluation, alors là, ce sera disponible sur le mois d'avril. Si vous remarquez que vous avez fait une erreur lors de l'évaluation, là, par contre, vous pourrez annuler et revenir sur les informations qui ont été saisies. C'est là où c'est intéressant d'avoir la main sur la suppression. Parce que plein de fois, ça arrive. Et donc, supprimer, c'est sympa, des fois. Supprimer les informations saisies par l'entreprise. Oui, ou le dossier, il se trompe d'intitulé, on supprime, et comme ça, on recommence. Non, alors ça ne sera pas possible, hein. Non, je ne pense pas, si vous voulez. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de faire un dossier correct. Après, si vous voulez que chacun ait un accès, si vous voulez, une visu qui facilite en fait la tâche de chacun, je pense que c'est tout à fait normal. Et voilà, on ira jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Mais par contre, après, c'est de la responsabilité de l'entreprise et si vous voulez, de mettre les bons documents, etc.
D'accord. C'est pas à l'évaluateur, si vous voulez, de faire le boulot de l'entreprise aussi, hein. Je sais que vous les aidez beaucoup, mais bon, c'est tout à fait normal. Quand, si vous voulez, il y a une candidature, si on doit annuler une candidature ou l'abandonner parce que le projet est abandonné, peu importe, il est du ressort de l'entreprise d'annuler cette candidature. C'est pas à l'évaluateur. D'accord. Ok. Alors, Madame Brun ou Monsieur Robinet, je ne sais pas. Oui. Alors moi j'avais une question sur nos accès, c'est-à-dire que là on voit qu'on a la gestion de la candidature, l'évaluation du candidat, mais est-ce qu'on aura jusqu'à la fin, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourra voir le jury de certification, est-ce qu'il a validé ou pas le CQP, est-ce qu'on aura toute la visu du process complet, ou est-ce qu'on aura simplement, on gardera comme sur e-certif le candidat avec l'évaluation en attente de jury simplement? Ou est-ce qu'on aura tout le process, est-ce qu'on pourra visualiser l'ensemble du process? Vous nous avez pas fait voir, Kevin, cette page où on a visualisé les résultats du jury, s'il vous plaît? Oui, il y a quelques problèmes récemment sur cette page. Après, ce que vous pouvez voir sur cette page, c'est globalement, c'est la même page que la décision que vous voyez ici du jury. Seulement, vous avez une vue sur est-ce que le candidat a été validé complètement, est-ce qu'il a été validé partiellement ou est-ce qu'il n'a pas été validé. Et donc, bon, c'est une page qui ressemble tout à fait à celle de la décision du jury que vous voyez ici. C'est tout simplement qu'on va renseigner le résultat à côté. Et puis après, par contre, en revanche, votre administrateur de branche, donc Saravi, peut télécharger sur cette page les documents associés à la candidature, donc c'est la fiche de décision, le parchemin, etc. Donc oui, vous aurez effectivement une visu sur le résultat du jury. D'accord, merci. Super. Monsieur Robinet? Oui, j'aurais deux questions. Quand il y aura des upgrades ou des modifications sur le processus ou les écrans, on aura une information systématique en tant qu'évaluateur comme quoi il y a telle modification, ou est-ce que on le découvrira sur la plateforme un peu comme pour e-certif? Bon, écoutez, je pense que s'il y a beaucoup de modifications, on fera un webinaire, hein. Voilà, si au mois de mai, si vous voulez, il y a beaucoup de modifications et d'ajouts, voilà, on fera un webinaire, je pense, hein. D'accord. Et l'autre question que j'avais, c'était concernant les coordonnées de l'évaluateur métier au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'on aura la possibilité en tant qu'évaluateur, de les modifier si on a un changement d'adresse, un changement de mail ou d'employeur? L'évaluateur métier? Oui, les coordonnées de l'évaluateur de métier. C'est que les miennes ne sont pas à jour et je n'arrive pas à les faire mettre à jour. Ah non, l'évaluateur habilité, vous parlez de vous, de l'évaluateur habilité, pas de Voilà, c'est l'évaluateur ça, métier. oui. Ah oui, non, parce que je me disais, l'évaluateur métier, c'est vous qui rentrez les coordonnées. Alors, est-ce que vous pouvez accéder à la mise à jour? Parce que c'est vrai que moi, nous, on va vous intégrer quand on va vous créer les accès. Parce que sur e-certif, vous n'avez pas la possibilité de mettre à jour des coordonnées? Non. Moi, je le demandais en réunion, mais effectivement, moi, je suis rattaché à un organisme de formation avec qui je ne travaille plus depuis 5 ans. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourra modifier nous-mêmes si on change de mail ou d'adresse, ou est-ce qu'il faudra passer soit par le Codosi, soit par la branche chimie? Kevin, c'est prévu un espace, Oui, vous avez espace évaluateur où ils sont complètement autonomes sur leurs données personnelles? Alors, vous allez avoir un petit onglet ici, Mon compte, sur lequel vous pouvez par exemple changer certaines informations du compte, dont notamment ce que vous voyez à l'écran. Donc, au téléphone, c'est ce que vous voyez à l'écran. D'accord, ok. Ah oui, donc là, on pourra mettre à jour nos coordonnées au fur et à mesure. Impeccable, c'est bon. Est-ce que nous avons d'autres questions ou pas? Alors, j'ai une question de Madame Labruyère qui nous dit: les entreprises sont également formées à l'outil. Oui, tout à fait. Et ils ont eu 2 webinaires que nous avons organisés. C'était pas une question du coup. Une confirmation. Ah, pardon, excusez-moi. C'était juste par rapport à la remarque de tout à l'heure concernant le fait que les entreprises saisissent,
joint des fichiers qui ne sont pas les bons. Donc ça, après, nous, on n'y peut rien. Parce que pour le coup, ça aide de faire leur vérification aussi en amont. Voilà, c'était juste une remarque. Ok, très bien. Vous avez d'autres questions sur ce qu'on... Monsieur Robinet, vous avez une autre question ou c'est bon Oui, pour bah vous? là, on aura le mail comme quoi les je dirais les replays seront disponibles. Comme moi, ce matin, j'ai pas réussi à me connecter pour l'animation pour les entreprises. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra récupérer effectivement par la suite. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais c'est prévu. Alors là, c'est le premier replay, là, c'est le premier webinaire pour les évaluateurs. On va faire un replay avec, on va vous renvoyer le support. Alors, le replay, il faut un certain temps de le mettre en format. Puisque vous êtes des utilisateurs externes, ça prend un peu de temps. Donc, normalement, on devrait vous l'envoyer courant semaine prochaine, le temps qu'il soit D'accord, oui. reformaté. C'est bon, on a le temps aussi. Ok, donc voilà, si d'ici là, de toute façon, vous avez des questions, hein, vous avez Ravi à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Et puis voilà, un autre webinaire d'ici le mois de mai, si nous faisons pas mal d'évolutions qui vous seront présentées. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Hein, et Oui. bonne fête après-midi à toutes et tous. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Donc, Allez, merci et bonne journée. Bonne fin de beaucoup. journée. Et puis, Allez, Très au bonne revoir. fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.